Mes chers camarades, bien le bonjour. Si vous avez l'occasion d'aller au Quai Branly pour découvrir les nombreuses œuvres d'art de beaucoup de cultures, ou d'aller encore au Louvre pour voir des statues gréco-romaines, voire des sarcophages égyptiens, forcément vous allez pas dire non. Et pourtant, c'est souvent le résultat d'une histoire assez compliquée, avec des épisodes d'injustice et de pillage qui laissent un goût amer, faut le dire. Et justement, cette histoire, elle revient souvent dans les discussions autour des collections du musée. Au British Museum, par exemple, on a depuis 2 siècles les fameuses frises du Parthénon qui sont exposées et que la Grèce voudrait récupérer. Et cette négociation assez houleuse entre Athènes et Londres, elle anime les débats depuis de nombreuses années. En fait, ça fait 40 ans que chaque année, sans faute, la Grèce demande les marbres comme un disque rayé à l'UNESCO. Le premier ministre grec, qui s'appelle Kyriakos Mitsotakis, en a même fait un point central de sa politique, c'est vous dire. Et en 2023, par exemple, il déclarait que conserver une partie des frises du Parthénon hors de la Grèce, ça revenait un petit peu à couper Mona Lisa en deux. Et la visite de ce premier ministre grec à son homologue anglais en décembre 2024 va remettre une petite pièce dans la machine. Quelques jours avant, déjà, on avait des bruits qui couraient provenant, semble-t-il, du gouvernement grec. Peut-être qu'on s'approche d'un accord, d'une collaboration entre les deux pays, dont les termes sont encore en discussion. Mais après la rencontre, où le sujet n'aurait même pas été abordé, y a rien de nouveau sous le soleil. Le gouvernement britannique va se décharger de toute responsabilité en insistant sur le fait que cette problématique, elle ne les concerne pas et qu'il faut en parler directement avec le British Museum. Le gouvernement grec, de son côté, va afficher une confiance à toute épreuve en sa capacité à récupérer les frises en maintenant que les discussions se poursuivent. Bref, un énième pétard mouillé médiatique où au final on parle, mais il n'y a rien qui semble s'être décidé. Et dans ces tirs croisés que s'envoient régulièrement les deux nations, on a des tas de questions cruciales qui sont posées et parfois mises de côté au service des aspects plus sensationnels de la dispute. À qui appartient le Parthénon et les autres biens culturels de ce genre? Est-ce qu'il faut les rendre à leur pays ou les musées doivent-ils être fiers de leur collection internationale, malgré parfois les méthodes d'acquisition apparentées à du vol et liées à des histoires de conquête colonisatrice. Aujourd'hui, le Parthénon, c'est devenu un symbole des spoliations de biens culturels. Alors je me suis dit que ça serait bien de faire un point sur cette problématique en prenant le Parthénon comme exemple, justement pour comprendre les tenants et les aboutissants. Le Parthénon, c'est un énorme temple qui est consacré à la déesse grecque Athéna et qui se situe sur l'acropole d'Athènes. Et d'ailleurs, j'ai pu visiter ce magnifique endroit en 2017 et c'était assez impressionnant. Vincent Michel, qui est spécialiste sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, nous en dit un petit peu plus. C'est vrai que c'est le monument le plus connu de la civilisation grecque, et c'est vraiment sûrement l'un des plus grands chefs-d'œuvre en fait, qui date du milieu en fait du 5e siècle avant notre ère, à qui on doit en fait, donc le décor, pas le bâtiment, mais vraiment le décor, à l'un des plus grands sculpteurs en fait de cette époque, qui s'appelle donc Phidias, qui va effectivement donc tailler toutes ces belles frises. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ce temple va rester en fait sans beaucoup de changements. Alors bon, à l'époque chrétienne, il va être transformé en église, forcément. Rien ne se perd, le secret, tout se transforme. Et puis bon, voilà, le monument vit sa vie, et en fait vit sa vie d'une façon plutôt, conservant un bon état de conservation. Vous voyez, je pense que pendant très longtemps, on n'a plus qu'à mettre le toit, puis comment dirais-je, le temple aurait pu être réutilisé. Et puis à l'occasion d'un conflit entre les Turcs et les soldats en fait italiens, il y a eu un bombardement et malheureusement ce temple qui servait de dépôt de munitions a fait l'objet d'un bombardement et voilà. Donc, alors tout n'est pas tombé en ruine, mais il y a eu effectivement beaucoup de dommages. Et comme on sait, un monument qui est bien conservé, on n'y touche pas, parce qu'on ne sait pas par lequel bout commencer, si je puis dire. Mais un monument dont un certain nombre d'objets, de pièces, en fait, de pierres sont tombés, en fait, se transforme beaucoup plus facilement en carrière, en fait. Et c'est un peu le problème, justement, des sites archéologiques, même encore maintenant, qui servent vraiment de carrière à la construction d'une boutique, d'une maison qui se trouve à côté.
Si certaines parties sont utilisées par les locaux pour leur propre construction, les passants et les touristes s'emparent aussi de ce qu'ils peuvent. Et du coup, une bonne partie du monument est maintenant éparpillée aux quatre coins de l'Europe. Si on reprend le cas du British Museum, il possède 75 mètres de frises sculptées qui faisaient le tour du monument, mais aussi 17 sculptures grandeur nature qui proviennent du pignon et 15 des 92 panneaux sculptés affichés au-dessus des colonnes. Une courtoisie de Lord Elgin, alors ruiné, qui revend le tout à bas prix au gouvernement britannique en 1816. Alors tout ça, ça nous paraît complètement fou aujourd'hui d'imaginer un gars prendre des grands morceaux d'un lieu historique pour les ramener dans son pays façon souvenir XXL. Mais faut bien se remettre dans le contexte et imaginer un peu la mentalité de l'époque. Alors c'est en 1798 un lord, en fait, Thomas Bruce, plus connu sous le nom effectivement de Lord Elgin, qui a commencé à s'y intéresser. Alors au départ, c'était par intérêt, il voulait faire simplement des moulages en fait de ces frises pour en fait garnir son manoir effectivement en Écosse. Et puis en fait ses intentions ont un peu évolué, ses intentions ont un peu comment dirais-je changé. Où il semblerait qu'en 1801, par les autorités ottomanes, qui étaient vraiment les autorités présentes sur place, aient donné l'autorisation par le biais d'un firmant, c'est-à-dire un document officiel, un mandat officiel. Et ce firmant, alors dont on ne conserve pas beaucoup, même pas assez peu pas d'originaux, mais simplement des copies, en fait mentionne quelque chose qui, un phrasé un peu particulier, disant que personne, en fait, n'empêche Lord Elgin d'emporter, effectivement, des inscriptions et des sculptures. Alors, mais le problème, c'est qu'emporter, bien évidemment, on pense plutôt à des choses qui sont tombées, en fait, et pas forcément, en fait, à ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va scier, entre 1801 et 1804, il va vraiment scier des blocs qui étaient encore effectivement sur le monument, et il va quand même ramener 56 blocs effectivement de frises. Il va emporter aussi une vingtaine aussi de statues venant des frontons. Il va ramener aussi une quinzaine de métopes. Donc tout ça effectivement en Angleterre. Et la majeure partie en fait va être acquise effectivement par le British Museum. En fait, la réflexion des Anglais, c'est que les lieux sont en ruine et délaissés, et que franchement, c'est dommage. Autant les emporter à la maison, du coup, pour les protéger. Et puis, tant mieux si ça rapporte un petit peu de gloire à l'Angleterre au passage. Et puis c'est aussi l'occasion de surpasser Napoléon dans la chasse aux œuvres classiques. Et oui, parce que les campagnes napoléoniennes, c'était une razzia qui était réfléchie, organisée et financée par l'État. Napoléon ramenait des chefs-d'œuvre d'absolument partout de ses campagnes. Italie, Flandre, Espagne, c'était l'occasion de remplir ses propres collections et celles du Louvre. Le musée va alors devenir un symbole de la puissance impériale française. Chaque œuvre exposée, en plus de permettre au peuple d'admirer ces chefs-d'œuvre du monde entier, racontait aussi une histoire de la domination de la France sur les autres nations. Et ça s'est pas limité aux pays voisins. Avec la colonisation, les grandes puissances européennes ont élargi leur terrain de chasse. La Belgique, par exemple, a rempli le musée de Tervuren avec les œuvres saisies en Afrique, plus particulièrement dans son ancienne colonie congolaise. Le 19e siècle, pour résumer, c'était un peu le Far West de l'art. On prend ce qui brille le plus avant que quelqu'un d'autre ne s'en empare. En fait, faut bien prendre conscience d'un truc, c'est que le pillage d'œuvres d'art est carrément une tactique normale lors de conflits entre nations. Et je mets normal entre guillemets. En fait, de tout temps, les pays, lorsqu'ils se font la guerre, il ne s'agit pas simplement finalement de conquérir un territoire, mais c'est aussi de conquérir les richesses d'un territoire. Alors, il y a dans certains conflits, on se maintient. Donc il y a vraiment une conquête territoriale, puis parfois en fait on ne fait que passer et puis on repart avec quoi? On repart avec le butin de guerre. Et ce butin de guerre, généralement il comporte un certain nombre de trésors, et ces trésors ont été pillés soit dans les palais, soit dans les temples, et sont ramenés effectivement dans le pays qui a vainqueur en quelque sorte. Et c'est vrai que en fait, le droit qui va tenter un peu d'organiser en fait cette notion de butin de guerre, en fait, ça date des Grecs. Donc, on est vraiment 4e, 5e siècle avant notre ère, où là, on avait le droit de piller, on avait le droit au butin, mais uniquement les objets qui ne concernaient pas les trésors des temples. Donc voilà, donc c'était la seule limite, parce que c'était quand même protégé par les dieux, et il fallait absolument pas offenser les dieux. Bon. Après, effectivement, le droit romain a repris effectivement
c'est cette notion de butin comme une sorte de droit de la guerre. Et puis c'est seulement à partir du XVIIe siècle, là, on a commencé un peu à réfléchir, et c'est au XVIIe siècle qu'on pose le principe de l'immunité des biens culturels lors des conflits armés. Il faut attendre la première convention de La Haye en 1899 pour que soient interdits, enfin, les pillages massifs pendant les guerres. Des conventions, comme celle de l'UNESCO de 1954 et 1970, vont protéger, quant à elles, les monuments, les sites archéologiques et les œuvres d'art. Encore une fois, c'est la loi qui dit ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Tant qu'une règle du jeu n'est pas établie, tant que cette règle du jeu n'est pas ratifiée, signée par les États, il n'y a aucune raison, en fait, de l'appliquer. On ne va pas vous imposer une règle du jeu. Malheureusement, et ce qui se passe, c'est que dans tous les conflits, j'ai envie de dire, tous les pays sont des bons élèves, ils ont tout ratifié. Mais est-ce qu'ils appliquent, en fait? C'est-à-dire, à la moindre occasion, ils n'appliquent pas. Donc c'est pas tant effectivement le droit qui interdit ou qui permet, c'est l'application en fait du droit, et c'est là aussi l'instauration de mesures coercitives, hein, c'est-à-dire répressives. Hein. On sait bien que l'homme avec un grand H, s'il n'y a pas une sentence finalement, alors pas divine, mais une sentence juridique auquel bien évidemment il sera jugé après l'exaction. En fait, il ne fait rien. Donc c'est encore une fois, c'est toujours cette prédisposition en fait à l'homme de se constituer en fait un arsenal juridique, mais de ne pas le respecter. En gros, hein, c'est fais ce que je dis, pas ce que je fais. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les grands musées européens comme le British Museum, le Louvre ou le musée du Quai Branly regorgent d'œuvres qui viennent de pillages, de vols ou de butins obtenus lors de conquêtes. Alors, certes, on n'est pas responsable de ce que nos ancêtres ont commis, hein, c'est clair, mais on peut comprendre que certains pays veulent quand même récupérer ce que d'autres ont acquis de manière douteuse et parfois violente. D'autant plus lorsque certaines de ces œuvres sont des symboles importants de leur identité nationale, de leur histoire, dont la colonisation et l'ingérence étrangère les ont dépossédés. C'est un peu comme si l'Allemagne nazie avait découpé l'Arc de Triomphe pour l'installer à Berlin. Je pense qu'on aurait voulu le récupérer à la fin de la guerre, c'est normal. Alors maintenant, on peut se demander comment les notions juridiques mises en place au XXe siècle s'appliquent au cas particulier du Parthénon. Premier problème, les textes de loi ne sont pas rétroactifs. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne s'appliquent pas aux objets pris avant leur signature. Et c'est là qu'on voit qu'on est souvent dans une impasse. Déjà, faut définir comment et quand les objets ont été acquis. On en a beaucoup qui ont été donnés ou légués au musée par des descendants de colons, des militaires, des administrateurs ou des missionnaires. Parfois, les musées ne savent même pas d'où viennent ces pièces, ni dans quelles conditions elles ont été acquises à la base. Bref, ça complique tout parce que légalement, on n'a aucune idée de quelle loi appliquer. Est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après les conventions de l'UNESCO? Eh bien, heureusement, la convention Unidroit de 1995 a tenté de répondre à ces questions en établissant des règles communes pour faciliter la restitution des biens culturels entre les États. Mais on a encore un problème, c'est que des pays comme la France ou le Royaume-Uni, qui possèdent une énorme partie de ces objets mal acquis, ils ont jamais signé cette convention ou ils l'ont jamais ratifiée. Donc, dans les faits, il n'y a pas de grand changement. En Europe, en tout cas, on a une directive de 2014 qui vise à faciliter la restitution des biens culturels volés entre les États membres de l'UE. Mais depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus concerné. Et donc, c'est encore plus verrouillé parce que le cadre juridique du Royaume-Uni, il est conçu d'une telle manière qu'il va bloquer et s'opposer aux demandes de restitution qui sont adressées au musée britannique. Par exemple, on a une loi de 1963 qui va interdire au British Museum de rendre ses œuvres. Et il y a bien quelques exceptions quand même, grâce à des lois spécifiques comme le Human Tissue Act en 2004 qui permet de restituer des restes humains, ou encore le Holocaust Return to Cultural Object Act de 2009 qui va autoriser le rapatriement d'œuvres qui ont été pillées par les nazis. Mais à part ça, franchement, il n'y a rien qui semble vouloir bouger en Angleterre. Le débat sur les frises du Parthénon, en tout cas, résume bien le problème. Le document de loi important, c'est le firman qui a été délivré par le sultan de l'Empire ottoman à Lord Elgin. Sauf que voilà, on n'a plus l'original. On a juste une copie qui a été traduite avec une signature manquante. Non seulement les termes du firman sont pas vraiment clairs sur ce que Lord Elgin a le droit d'emporter, mais en plus, la traduction comporterait des erreurs. La difficulté, c'est justement
de prouver aujourd'hui si le firman ou si effectivement la lettre des autorités ottomanes, eh bien en fait autorisait Lord Elgin en fait à vraiment à procéder à non pas ces extractions, mais en fait à ce vol justement de ces marbres du monument dans la façon dont il avait procédé. Bon, alors ça c'est toujours effectivement la première chose, effectivement, que personne effectivement ne l'empêche d'emporter des biens, des éléments intéressants, conservant des inscriptions et des figures. Bon, c'est vrai que le firman est assez laconique. D'un côté, on a le Royaume-Uni qui s'appuie sur ce document pour justifier de garder les marbres, alors que la Grèce affirme de l'autre que l'autorisation donnée à Lord Elgin par l'Empire ottoman, elle n'inclut pas le droit de les emporter. Le problème maintenant qui se pose aussi, c'est la différence dans la statut, dans le statut des États, des comparants. C'est-à-dire que à l'époque, c'était effectivement donc l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman n'existe plus, et maintenant c'est la Grèce, mais la Grèce n'existait pas encore. En fait, donc c'est un problème de recevabilité aussi. Vous voyez, donc de cette demande. Quelle loi s'applique, donc là, il y a effectivement une sorte de vide juridique amplifié par, encore une fois, la difficulté d'interpréter le firman. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de firmans qui se posent pas ce problème. Il y a beaucoup d'antiquités qui ont été autorisées. L'obélisque de Luxor, en fait, a été autorisé par un firman. Je veux dire, c'est une autorisation officielle. Donc, il n'y a pas de. Alors, dans ces cas, il faudrait remettre en question justement qu'à l'époque, la Grèce était occupée par effectivement l'Empire ottoman. Alors, occupée ou faisait partie. Donc, très difficile. Bon. Je sais pas vous, mais moi, tout ce casse-tête juridique, ça me fait déjà mal à la tête, avec des ramifications et des questionnements qui sont quand même très nombreuses. Selon la juriste grecque Katharine Titi, le droit international pourrait bien donner raison à la Grèce, puisque ce qui appartient à un bâtiment appartient au territoire national sur lequel est le bâtiment. En sachant qu'il n'existe aucun titre de propriété reconnu par la Grèce, eh bien officiellement le British n'est pas propriétaire des marbres. Face à ça, on a une lettre de 1811 d'un ambassadeur ayant succédé à Lord Elgin qui va mentionner que l'Empire ottoman ne reconnaît aucun droit de propriété sur les marbres d'Elgin. Alors quand on peut pas avancer grâce à la loi, on se tourne vers autre chose, comme la morale ou le bon sens. Et c'est vrai que le British Museum disait, mais en fait, je suis en capacité de pouvoir justement, préserver les marbres du Parthénon. J'ai une structure, mon musée a une vocation universelle, donc voilà. Bon. Et en plus, vous n'avez rien. Et c'est vrai que pendant très longtemps, il n'y avait pas de musée. Alors cet argument est tombé quand en 2009, il me semble, un nouveau musée a été construit. Donc vraiment, le Parthénon est sur cette sorte de piton rocheux et en contrebas, en fait, ils ont construit un nouveau musée, le musée de l'Acropole, avec justement tous les éléments décoratifs qui restaient effectivement donc en Grèce, laissant des vides bien apparents. Et en disant, voilà, non, en fait, l'argument consistant à dire, écoutez, vous n'avez pas, vous, pauvre Grèce, effectivement, la capacité de pouvoir exposer, préserver, conserver, en fait, cet argument est tombé, en fait. Voilà. Un argument qui revient souvent, c'est l'aura et l'importance d'une institution comme le British Museum, qui a les moyens de diffuser les connaissances à une très grande échelle, en mettant en lumière des civilisations et des cultures qui seraient peut-être tombées dans l'oubli sans eux. Mais pour les pays d'origine, et on les comprend, c'est une vision quand même assez paternaliste, voire carrément insultante, qui va nier leur capacité à gérer leur propre patrimoine. Mais je pense que l'argument majeur, en fait, des Grecs par rapport à ça, c'est vraiment le fait que le monument existe encore. Le monument existe encore, l'original existe encore. Donc ça serait simplement de replacer, en fait, l'objet dans son contexte. Et ça, c'est vrai que c'est quand même rare, parce que quand vous voyez beaucoup de frises de chez nous, qui sont dans nos musées, si on les rendait effectivement donc à la Grèce ou à la Mésopotamie, on ne serait pas en capacité, souvent en fait, de les réciter au bon endroit en fait. Vous voyez,
dans les musées, ça c'est clair. Hein. Un vol reste un vol. Donc là, c'est autre chose. Aujourd'hui, l'argument phare du Royaume-Uni, c'est plutôt l'importance des marbres sur le plan international. Ce qui empêche aussi la restitution des objets qui, en fait, maintenant sont inscrits dans ce qu'on appelle les trésors nationaux, donc des pays, c'est que ça n'appartient pas en fait au British Museum, ça appartient à l'État. Et il y a, alors je connais pas la réglementation anglaise, mais je pense que elle doit pas être très loin de la réglementation justement française. C'est cette notion d'inaliénabilité. On ne peut pas vendre, effectivement, selon le fait du prince, justement, eh bien, des objets qui sont considérés comme des trésors nationaux. Et là, maintenant, ces frises, effectivement, sont considérés comme des trésors nationaux, d'autant plus qu'ils sont inscrits dans les inventaires du British Museum. Hein. Et généralement, inaliénabilité, imprescriptibilité aussi. C'est imprescriptif. Imprescriptible, pardon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement dire au bout de 150 ans, en fait, vous pouvez les rendre. Hein. Et puis en plus, alors une troisième, mais en cas de prêt ou d'exposition, eh bien, ces objets sont insaisissables. Donc il y a quand même, vous voyez, donc ces trois principes qui protègent quand même, dans chacun des États, eh bien, donc le patrimoine des musées. Si l'opinion publique a aujourd'hui évolué plutôt en faveur de la restitution, on a certaines personnes qui craignent encore un effet domino. Parce que accepter la demande de la Grèce, c'est s'exposer à de nouvelles réclamations en créant un précédent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et la crainte, bien évidemment, pour tous les pays, c'est que les pays qui disposent justement de ces musées dits universels, c'est d'ouvrir en fait une sorte de boîte de Pandore en fait. Pourquoi eux et pourquoi pas vous ne pourrez pas justement restituer. Alors, je pense qu'on n'a pas attendu justement les frises de Parthénon pour justement se poser cette question de la légitimité justement de nos propres collections. Alors c'est vrai qu'il y a des poussées velléitaires justement de certains pays, et notamment depuis les années 60, justement après donc les lois mettant fin aux périodes dites coloniales, qui avaient duré entre 1885 et 1960. Mais voilà, c'est vrai qu'on est en train, mais progressivement, vous voyez, progressivement, de repenser en fait nos collections. C'est-à-dire, est-ce que dans nos collections, on n'a pas des objets qui ont été acquis d'une façon un petit peu, alors non pas maladroite, mais parce que ça serait, on peut dire, mais d'une façon, voilà, non pas illégale, parce que c'est peut-être légal à l'époque, mais dans des conditions où on peut parler vraiment de spoliation, c'est-à-dire où il y a eu une sorte d'organisation légale du vol, en fait, ou bien parce que ça a été fait sous la contrainte, des legs forcés, etc., ou une période, effectivement, en elle-même, qui pourrait justifier à elle seule que eh bien, tous les objets qui ont été acquis durant cette période-là soient restitués. Donc c'est plutôt une crainte, en fait, de ce type-là, mais quand on parle justement d'Angleterre ou de France, mais c'est aussi des objets qui sont dans d'autres pays, qui appartiennent à la France, bon, qui ont été acquis, faut-il tout rendre? Non, je pense que il faut beaucoup de prudence, beaucoup de rigueur en fait, dans cette approche. Il faut pas tomber dans le populisme, qui serait très dangereux, parce qu'après, sinon, voilà, c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup de choses et beaucoup d'exactions en fait. Donc c'est beaucoup de prudence. Alors, et là, je ne botte pas en touche en disant ça, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de rigueur. La restitution, elle peut ainsi être un ressort diplomatique important et très pertinent. Ça rentre vraiment dans ce qu'on appelle le soft power. Et là, c'est une arme de guerre non destructive, mais c'est comme une arme de guerre économique, de guerre diplomatique. C'est vrai que, vous voyez, les États-Unis restituent beaucoup. Et à chaque fois, vous imaginez, un État qui restitue des objets à un autre État, l'autre État ne peut qu'être admiratif, Mabrouk, félicitations, congratulations, enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est du soft power pour favoriser des relations diplomatiques. Et ça permet aussi d'autres choses. Vous voyez, ça permet aussi de renforcer par d'autres biais, donc comment dirais-je, des relations plus économique, j'ai envie de dire. C'est vraiment rentrer dans les relations entre pays, ce phénomène des restitutions diplomatiques.
l'entente cordiale, et c'est vrai que là aussi, pour redorer un peu notre présence française en Afrique, bien voilà, on a aussi restitué. Bon, alors, il y a la politique, et puis il y a ceux aussi qui restituent. Vous voyez, moi, j'essaie, avec la mission archéologique française de Libye, de traquer effectivement donc de traquer les objets qui ont été pillés en Libye, et le but, c'est bien évidemment, c'est la restitution. Vous voyez, enfin, c'est le propre de toute bonne recherche, hein, où on part de l'identification des objets jusqu'à la judiciarisation des affaires, en passant par le temps de l'enquête, mais la finalité, c'est la restitution. Hein, donc, et là, on peut plus facilement agir sur la restitution parce que le cadre légal existe. Hein, et généralement, bien évidemment, la spoliation ou le pillage ou le vol ont eu lieu après effectivement la loi. Donc, on a le cadre légal qui nous le permet. Mais les restitutions diplomatiques, oui, c'est quelque chose. Et il n'y a pas une semaine ou un mois sans qu'on restitue à l'Italie, sans qu'on restitue à la Grèce d'autres objets, qu'on restitue aussi à la Turquie. À la Libye, je viens de le dire. Et puis, ça montre que quand des fossiles marocains sont saisis, vous voyez, au Brésil, bon, oui, ça cartographie aussi tout le trafic d'une façon globale. Mais évidemment, ce genre de décision se pèse en fonction des enjeux diplomatiques et de la situation du pays receveur sur la scène internationale. Il y a quand même des pays dont l'instabilité politique ne nous incite pas, en fait, on peut dire autrement les choses, ne nous incite pas à restituer. Parce que, bien évidemment, ce dont on ne veut pas, c'est que ces objets qu'on restitue à l'État, en fait, finissent effectivement dans les mains de quelques oligarques, de quelques gouvernants, dictateurs ou persona non grata. Hein, donc, on préfère justement ne pas restituer. Bon. Alors, c'est encore le cas dans un certain nombre de pays où on est un peu attentiste, ce qui permet aussi de protéger. Rendre des objets, alors si on devait rendre des objets, vous voyez, en Afghanistan, c'est quand même problématique. Vous voyez, rendre des objets justement maintenant à la Syrie, ça serait problématique. Voilà, en période d'instabilité, vaut mieux faire en sorte justement de protéger. Et là, c'est vraiment, oui, patrimoine mondial, et non pas patrimoine national, mais patrimoine mondial qu'il s'agit de protéger. Et c'est pour ça que déjà en 1954, il y avait cette notion des zones refuges. C'est-à-dire que vous, État, eh bien, vous avez la possibilité justement, eh bien, de vous rapprocher d'un autre État pour pour protéger en fait votre patrimoine. Et nous, on a en France, en fait, depuis la loi LCAP de 2016, en fait, inscrite dans le Code du patrimoine ces capacités à pouvoir justement, eh bien, se voir confier le temps du conflit, le temps de la révolte, eh bien donc des objets. Alors c'est très compliqué à mettre en place. Face à tout ça, des idées alternatives vont commencer à émerger. Plutôt que de tout rendre, eh bien certains parlent de gestion partagée des musées. L'idée, c'est d'impliquer les pays d'origine dans la manière dont leur patrimoine est exposé et raconté. Par exemple, pour les frises du Parthénon, on pourrait imaginer un accord où elles seraient exposées temporairement en Grèce, en échange d'œuvres qui seraient prêtées à Londres. Et ce genre de partenariat pourrait devenir un modèle pour d'autres négociations. Mais le cœur du problème reste le même. Un prêt, c'est pas un transfert de propriété. Et donc c'est une solution un petit peu pansement qui va prolonger une dynamique de domination entre deux pays. On ne peut pas se substituer à la volonté des États. Donc encore une fois, c'est la bonne volonté de l'État qui fait que les objets vont être restitués ou non, et vont permettre justement cette circulation sous la forme de prêt. Mais on ne peut pas contraindre en fait un État. On peut pas justement, enfin d'ailleurs, comment dirais-je, la Grèce n'a jamais eu l'idée, ou peut-être qu'elle a eu l'idée, mais enfin bon, elle a vite stoppé, de présenter donc son dossier devant la Cour pénale internationale. Parce que justement, elle serait déboutée, non pas parce que, comme dirais-je, la CPI traiterait justement, enfin déciderait du non-retour, mais qu'en fait leur demande serait irrecevable, parce que voilà, il y a quand même un principe de non-rétroactivité des lois.
On ne peut pas effectivement imposer à quelqu'un, comment dirais-je, une règle du jeu qui est née, qui est apparue bien après, en fait, le moment des faits. Il y a aussi des projets innovants comme le musée sans mur. Avec la réalité virtuelle, les visiteurs pourraient découvrir les œuvres dans leur contexte d'origine sans qu'elles aient à quitter les musées où elles sont actuellement. La numérisation joue donc un rôle clé. Elle permet de créer des archives qui sont accessibles à tous pour mieux partager et protéger ces trésors. Alors d'un côté, ça pourrait apaiser les tensions, mais de l'autre, ça remplace pas le retour des originaux dont la valeur symbolique reste quand même énorme pour les pays concernés. On a d'autres initiatives qui vont chercher, elles, à équilibrer les choses. Par exemple, le Louvre va collaborer avec des musées africains pour former des restaurateurs locaux et partager des techniques de conservation. Mais bon, quand on regarde les chiffres, on comprend que c'est un défi qui est absolument énorme. Les collections publiques européennes, elles comptent à elles seules près de 500 000 pièces d'art africaines. On en a 69 000 au musée du Quai Branly à Paris, 75 000 à Berlin, 69 000 à Londres, 140 000 à Bruxelles. Et ça, c'est sans même parler des trésors du Vatican dont on ne connaît même pas l'ampleur. En tout cas, ces débats qui concernent les restitutions vont au-delà de la propriété. En fait, ils nous invitent à repenser d'une part notre propre histoire, mais aussi à considérer les musées de demain comme des lieux de partage où les voix des communautés d'origine enrichiraient la narration. Pour certains, la restitution ne devrait pas être perçue comme une perte pour les nations occidentales. C'est aussi l'occasion de réparer les injustices et de créer un modèle de coopération culturelle qui est basé sur le respect mutuel entre les nations. L'art, au lieu de diviser, peut devenir un pont entre les cultures. Et à long terme, ça pourrait renforcer la diplomatie culturelle et rapprocher les peuples à travers une histoire partagée et respectée. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Merci à Bastien Verdier et Hélène Paulet pour leur écriture concernant ce problème de restitution des œuvres d'art. Merci également à Noémie Nguyen pour sa relecture et merci bien évidemment à Vincent Michel pour avoir accepté de répondre à mes questions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Insta, Facebook, TikTok, on est absolument partout. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!